Ceux qui disent qu'ils n'ont jamais vu Bernard rire ou sourire, en tout cas là. Ce qui me... Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont réellement intéressés à ce sujet-là? Levez la main. Ah ben, levez la main. On va y aller au nombre, là. Bon, pas tellement. Vois-tu, là, tu as réussi à convaincre les gens que par astral, c'est mieux de pas trop parler de ça. OK, je peux me lancer sur un autre sujet si on veut, Bernard. Mais peux-tu poser la même question de la même façon? Tu vas voir qu'il n'y aura pas plus de mains qui vont se lever. On pourrait parler peut-être de l'enseignement du Christ, la présence sur la terre d'une femme qui s'appelait la Vierge, immaculée dans sa conception. Ça signifiait quoi par rapport à l'âme dont on a parlé tantôt, qui yo-yo, qui monte et qui descend? Y a-t-il des gens intéressés par ce sujet-là? Non? Bon. Entre vous et moi, là, de quoi on va se parler? Non, Le nouveau coach des Nordiques. Le nouveau coach des Nordiques. il y a... Je pense qu'il va falloir vous récupérer parce que... Une réaction de salle comme ça, Bernard, ça me donne l'impression que c'est des adeptes puis un gourou en avant. Il n'y a rien que lui qui dit toute la vérité, rien que la vérité, puis tout le monde jure que par lui. Là, moi, je fais un bad trip d'ego, là. Laissez-moi faire ma crise. Non, il faut donner crédit aux gens, plus que ça. Mais j'aimerais parler à la salle, seul. Oui. Oui. Est-ce qu'il faut le débrancher de... Attention pour le son, s'il vous plaît. Vous allez m'excuser si... Rester un peu dans l'éclairage. Question de filmer. Là, si oui. tu vas dans la pénombre, on verra plus. Si je prends la parole... Là, Mais vous pouvez fermer les caméras. Les gens peuvent comprendre dans le noir. Probablement, ce qui se passe de très intéressant aujourd'hui dans le monde, à la fin du 20e siècle, c'est une reconnaissance chez un certain nombre d'hommes et de femmes que l'humanité est en voie d'évolution accélérée. Les hommes ont pendant très très longtemps été seuls dans leur expérience. Ils ont souffert dans leur solitude pour une raison très simple, c'est que les hommes ne sentaient pas qu'ils avaient la capacité de savoir par eux-mêmes ou d'avoir par eux-mêmes accès à une continuité de conscience mentale sans le support de l'extérieur. Ce qui a forcé l'humanité à se créer dans différentes régions du globe des conventions, des connaissances qui, en elles-mêmes, ne représentent pas et ne peuvent pas représenter pour l'être humain dans son intégralité la composante totale de son être. Donc, ces formes de connaissances ont été des placebos essentiels, nécessaires à l'évolution des civilisations, à l'évolution de l'ego. Mais à la fin du 20e siècle, ces connaissances ne sont plus suffisantes pour l'homme parce que dans chaque être humain, il y a une partie de lui qui conçoit, même si c'est à un niveau extrêmement réduit, une relation sans fin avec sa propre réalité. Et les hommes ont besoin de sentir cette relation avec le réel, mais l'homme ne connaîtra pas le réel avec facilité. Pourquoi? Parce que le réel ne fait pas partie de la condition humaine. Le réel ne fait pas partie de l'existence psychologique de l'ego.
Le réel, c'est une dimension qui englobe l'homme, mais qui aussi fait partie de l'organisation ultime de sa conscience sur d'autres plans, au-delà de sa conscience mentale inférieure, intellectualisée. Donc, l'homme nouveau, l'homme qui évoluera au cours des prochains siècles, sera un être qui, finalement, pourra mettre le doigt, non pas simplement sur la source de sa conscience, mais aussi sur la capacité créative de sa conscience, ce qui lui donnera accès à une identité intégrale, c'est-à-dire à une capacité de vivre sa vie d'être sans aucune division égoïque, sans aucune fracturation psychologique. Ceci marquera pour l'homme le début de son retour à la source, c'est-à-dire le début de sa prise de conscience sur la Terre. Et ensuite, cette vague d'évolution sera suivie d'une autre qui mettra un terme à l'évolution de l'homme en tant qu'espèce humaine sur la Terre et qui donnera naissance à une 7e race racine. Mais pour revenir à aujourd'hui, nous sommes dans un sens chanceux de vivre à la fin d'un siècle où l'humanité, où l'homme, dans sa particularité, peut en arriver à préconiser, sentir, percevoir sa destinée. Non pas simplement sa destinée en tant qu'être mortel, mais aussi sa destinée en tant qu'être pouvant maintenir une continuité de conscience après la libération de son corps matériel. Et ceci est essentiel pour l'homme parce que l'homme, dans le fond, sait très bien que la mort n'est pas pour lui un refuge, que la mort est simplement une situation de vie sur un autre plan qui n'a pas été remplacée par une condition de vie à une autre échelle. Autrement dit, la mort pour l'homme est à l'existence matérielle sur le plan physique, ce que l'immortalité de sa conscience ou la continuité de sa conscience ou la fusion éventuelle de sa conscience sera à la vie créative de son être sur le plan matériel ou sur le plan éthérique. Mais l'homme devra s'habituer au cours de l'évolution à prendre conscience que les mots, les idées, les formes de son mental sont les écueils à l'évolution de son être-té. Et conséquemment, ayant pris conscience de ceci, l'homme vivra une certaine souffrance parce que l'ego est endormi. L'homme sur le plan matériel est un mort-vivant. L'homme n'a pas conscience intégrale de son être. Et la raison pour laquelle il n'a pas conscience intégrale de son être, c'est parce que ses pensées sont constamment manipulées sur le plan psychique. Et un homme qui vit des pensées manipulées sur le plan psychique ne peut pas bénéficier de ces pensées, il ne peut pas avoir une conscience créative, il ne peut pas avoir un moi intégral, il ne peut pas être entier. Et les pensées qui sont probablement les plus difficiles à intégrer pour l'homme d'aujourd'hui seront les pensées d'ordre spirituel, parce que les pensées d'ordre spirituel sont des pensées qui déjà libèrent chez l'homme beaucoup d'énergie émotive. Et si l'homme doit passer, comme je disais tout à l'heure, d'une conscience matérielle à une conscience spirituelle, à une conscience pure, il sera obligé de vivre sa conscience spirituelle à une échelle intelligente, au lieu de vivre sa conscience spirituelle à une échelle totalement existentielle, non intelligente et totalement émotive. Donc, ceci demandera de l'être humain une très grande transformation de son moi et une grande capacité de supporter sur ses épaules, dans son mental, la moindre des connaissances intégrales qui fait partie de sa conscience universelle. La moindre. Vous ne pouvez pas aller dans le monde et demander aux hommes leurs opinions. Vous ne pouvez pas aller dans le monde et demander aux hommes si ce que vous pensez est vrai ou ce que vous pensez est faux.
L'homme doit supporter sa conscience d'une façon intégrale et vivre de sa conscience comme il vivrait de l'eau et de la nourriture. Donc, dans le domaine de la conscience universelle de l'évolution, l'homme sera totalement forcé de vivre sa conscience par rapport à lui-même et non pas la vivre par rapport au monde extérieur. Effectivement, si l'homme est conscient, il y aura des conséquences créatives sur le plan matériel. Mais le but de la conscience de l'homme, c'est l'individualisation de sa conscience. C'est la réalisation sur le plan psychique de son moi que l'organisation psychique de son ego est en fonction de sa capacité de penser des pensées qui sont réelles et non pas de penser des pensées qui sont le résultat d'une opinion ou d'une accumulation de mémoire qui suscite depuis des milliers d'années dans la conscience de l'homme des mouvements d'énergie qui le maintiennent dans une forme quelconque d'ignorance. L'expropriation psychologique de l'ego fera partie de la descente de la lumière chez l'homme, fera partie de la fusion de l'homme, amènera l'homme à la construction d'un moi, non pas divisé contre lui-même, mais égal à lui-même et universel avec les autres moi. Mais pour que l'homme en arrive à une conscience créative, il devra payer un prix, parce que le prix sera l'expression sur le plan psychologique de son ego, de sa capacité de supporter ce qu'il est, c'est-à-dire supporter ce qu'il sait, c'est-à-dire supporter ce qui n'est pas coloré par le vrai ou le faux de son moi émotif. Et ceci, c'est un tour de force. C'est un tour de force parce que les hommes ne sont pas sans intelligence. Mais les hommes ne peuvent pas aller dans le monde et demander au monde de leur donner l'autorité de leur intelligence. Les hommes ont été très mal éduqués pendant l'évolution. On n'a pas permis à l'homme de pouvoir dire à l'homme « Ah, ce que tu dis, c'est intelligent. Ce que tu dis, c'est réel. » Parce qu'on a toujours contesté l'intelligence de l'homme parce que ça fait partie des lois de l'évolution de le faire. Parce que l'homme lui-même était déjà un être inconscient. Alors que l'homme nouveau, lui, au cours de son évolution, apprendra à supporter ce qu'il sait dans le silence de sa propre mentalité ou dans l'expression de sa propre mentalité, mais toujours par rapport à l'axe de son esprit, de son âme et de son ego. Et lorsque l'homme sera arrivé à créer cet axe entre l'esprit, l'âme et l'ego, lorsqu'il sera capable de comprendre les lois subtiles de la forme mentale, à ce moment-là, il pourra commencer à s'intéresser à des phénomènes tels que ceux que préconisent ou cherchent à étudier Glenn ou d'autres personnes dans le monde depuis des années. Il est inutile pour l'homme de comprendre le phénomène extraterrestre ou le phénomène des plans parallèles si l'homme n'est même pas capable de comprendre le phénomène de sa vie de tous les jours. À quoi sert à l'homme de se constituer une sorte de portfolio psychologique, culturel ou paraculturel de choses qu'il ne peut pas comprendre lorsque sa vie est totalement déséquilibrée? Occupez-vous de vos familles, occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de votre travail, de vos jobs. Et pendant que vous faites ceci, vous pouvez graduellement avancer et l'homme en arrivera finalement à pouvoir comprendre les domaines de l'invisible qui font partie de l'organisation politique des mondes. L'univers est trop vaste. Et si les hommes se lancent à la recherche de ces choses d'une façon trop catégorique, trop, comme on dit en anglais, one-track-minded, à ce moment-là, les hommes se feront beaucoup plus de difficultés et se donneront moins d'aisance. Il est évident que les choses de l'esprit, les choses de l'invisible sont fascinantes. Elles ont toujours fasciné l'homme, mais l'homme ne peut pas traiter, ne peut pas s'intéresser d'une façon trop avancée dans ces choses parce qu'il n'a pas la vibration mentale, il n'a pas le mental pour les percevoir d'une façon objective, créative et sans émotion ou sans spiritualité. Il y a combien? Moi, je rencontre beaucoup de personnes dans le monde et je vois qu'il y a beaucoup de champs d'intérêt et que beaucoup de personnes qui se lient à ces champs d'intérêt perdent l'intérêt de leur propre vie matérielle. J'ai vu des gens laisser leur famille parce qu'ils s'intéressaient aux extraterrestres. J'ai vu des gens devenir fous parce qu'ils s'intéressaient aux phénomènes extraterrestres. J'ai vu des gens perdre leur identité parce qu'ils s'intéressaient trop aux sciences occultes. La science n'est pas occulte. La science intégrale des plans, que ce soit le plan matériel, animal,
homme, surhomme, les plans invisibles. Il n'y a rien d'occulte dans l'universel. Il y a une science, il y a une intelligence, il y a une lucidité. L'homme a une lumière pour comprendre tout. Les mystères n'existent pas. Parler de mystère, c'est un affront à l'intelligence de l'homme. Donc, les mystères n'existent pas. Et d'ailleurs, vous le verrez au cours des années, au fur et à mesure que les publications se feront, que les mystères n'existent pas, parce que l'homme, dans sa fusion, a la capacité de faire sauter, de détruire les formes qui ont constitué pendant l'évolution des limites à son intelligence créative. Mais il y a des lois cosmiques qui sont régies par une formation d'énergie à laquelle j'ai donné le nom de mensonges cosmiques qui servent à la protection de l'homme. Que l'homme soit protégé de savoir certaines choses, oui. Que l'homme soit protégé d'aller trop loin dans le temps de son mental, c'est nécessaire. Que l'homme soit protégé par des hommes suffisamment intelligents pour s'empêcher de souffrir et de mettre de côté leur vie matérielle, c'est essentiel. Mais l'homme, par rapport à lui-même, de sa propre expérience, doit en arriver finalement un jour à reconnaître et à comprendre que ce qui est important, c'est l'équilibre en lui-même, l'équilibre de ses centres, l'équilibre de son mental, l'équilibre de son émotion, l'équilibre de sa vitalité et finalement l'équilibre naturel qui est une conséquence des trois de sa physicalité. Lorsque vous êtes équilibré sur les 4 plans inférieurs, c'est une affaire de rien de vous trouver de l'intérêt ou de parler ou de vous intéresser ou de communiquer par télépathie avec des plans qui sont extrêmement avancés en ce qui concerne l'évolution de la conscience, mais qui doivent être régis, contrôlés constamment par l'homme lui-même, dans la mesure où il est capable de désastraliser ces conversations, qu'il est capable de désastraliser ces informations afin de vivre de l'information avec ces plans-là d'une façon lucide et à ce moment-là bénéficier d'une science cosmique sur la Terre qui lui permet de comprendre les plans et de comprendre les mystères de la création et l'évolution des systèmes. Donc, un aspect de ce que je veux dire dans le public ou dans le monde, c'est que nous devons, les hommes qui ont une certaine sensibilité, qui ont fait une certaine démarche, qui ont fait une certaine recherche, nous devons apprendre à nous protéger contre les excès de notre propre ambition spirituelle, celle de vouloir comprendre tout. Il ne s'agit pas pour l'homme de comprendre ci ou de comprendre ça. L'homme sait ces choses-là. Seulement que le canal, il est bloqué. Il est bloqué parce que l'homme vit une conscience mentale qui est inférieure. Avec l'évolution, ce canal s'ouvrira et l'homme connaîtra, comprendra ces choses. Mais si l'homme essaie de comprendre et toujours scruter la surface de ces mystères, il va se fatiguer et la première chose que nous allons voir, c'est que l'homme va perdre son intérêt dans le travail. Si vous voulez parler de l'homme dans sa nobilité, de l'homme dans sa grandeur, dans l'homme dans sa capacité, dans sa créativité, dans son intégralité, quelle est la représentation, si vous voulez, de cet homme? C'est une tête très haute comme un chêne et les racines très profondes dans la terre. Ça, c'est un homme. Si vous avez la tête très haute, mais vous n'avez pas de racines, ça vous sert quoi? Ce que vous savez, ça ne vous sert pas, ça vous dessert. Et ça dessert aussi votre société, parce que vous allez devenir tellement astronautisé dans le mental que vous ne serez plus intéressé de travailler. Vous allez foutre là vos jobs, vous allez foutre vos responsabilités sociales, vous allez devenir une sorte d'épée ésotérique. Donc l'homme a besoin d'être extrêmement conscient des dangers de certaines connaissances. Ce n'est pas un affront que je fais à Richard Glenn, parce que Richard Glenn, je l'apprécie beaucoup. Seulement que ce n'est pas Richard Glenn qui a le problème du phénomène OVNI. Mais ce sont les gens qui s'intéressent à ce phénomène-là et qui, par rapport à lui, peuvent développer le problème. Non pas parce qu'il n'est pas gentil, mais parce que lui vit, se véhicule à travers cette expertise. Ça fait partie de son médium, mais les hommes, eux, ne doivent pas être trop engagés dans sa médiumnité.
Que Richard Glenn parle des intraterrestres, des extraterrestres, des ci ou des ça, ça fait partie de son showmanship. Ça fait partie de sa vibration. Ça fait partie de son talent journalistique. Ça fait partie de ce qui magnétise les masses. Et il y a quelque chose, et beaucoup de choses intéressantes dans ce matériel d'OVNI. Mais ce que je veux dire, et ce n'est pas contre Richard, mais c'est pour les masses humaines qui s'intéressent à ce phénomène-là un peu partout dans le monde, prenez ça aisé. Vous savez, nous avons l'impression, les hommes, que le contact avec les dimensions paranormales de la vie, c'est intéressant, c'est le fun. Je vous assure que ce n'est ni intéressant, ni le fun. Ça le deviendra. C'est intéressant et c'est le fun parce que nous sommes fascinés. Nous savons qu'il y a plus. Nous avons suffisamment d'intuition pour préconiser qu'il y a plus. Nous avons droit à savoir plus. Mais d'abord, nous devons nous donner ce que nous avons accès tout de suite. Et ceci, c'est très simple. C'est notre capacité de travailler, prendre soin de nos enfants, de nos familles, payer notre loyer. Quand je vois des gens qui s'intéressent aux extraterrestres et que je demande « Est-ce que tu as payé ton loyer à la fin du mois? » Il dit non. Pourquoi? Je ne travaille pas. Qu'est-ce qui t'intéresse? Les extraterrestres. J'ai vu des personnes aller dans les montagnes, dans les campagnes, parce qu'ils se sont fait dire que les extraterrestres étaient pour descendre. Et le type, il balle pendant des mois. Il attend tout d'un arbre que les extraterrestres descendent. Il a foutu sa famille là, les enfants là. Souvent, il s'est acheté un camion, une roulotte. Il revient à la ville ensuite, déprimé, et sur le bord du suicide. Nous avons une très grande... Les gens qui s'intéressent à tout ce qui est paranormal, tout ce qui est fascinant, ont une très grande responsabilité sociale vers et parmi les hommes. Nous avons une très grande responsabilité sociale. Nous ne le réalisons pas aujourd'hui encore parce que nous sommes encore très naïfs. Mais nous verrons un jour que l'homme a, ou que l'homme qui sait des choses, l'homme qui s'intéresse à des choses, l'homme qui manipule certaines formes, a une très grande responsabilité sociale par rapport aux hommes. Et plus l'homme a le pouvoir de la parole, plus il a une responsabilité sociale par rapport aux hommes, parce que les hommes ne peuvent pas, dans un même temps, comprendre, saisir la nuance des choses. C'est ce qu'il y a de plus difficile de comprendre et de saisir la nuance dans les choses. Et dans un moment ou dans un temps où nous avançons extrêmement rapidement dans la connaissance des mondes parallèles, dans la connaissance du réel, dans le savoir qui émane du réel, nous devons prendre réellement notre temps pour graduellement, lentement digérer, lentement prendre une conscience ou faire une prise de conscience et ne pas nous déraciner. Pourquoi j'ai déjà dit que l'ésotérisme doit être mis à terre, détruit? Non pas parce que je n'aime pas l'ésotérisme, non pas parce que je n'aime pas l'occultisme, mais parce que ces formes de connaissances-là sont astralisées et l'homme doit un jour cesser d'être ésotérique, cesser d'être occulte et simplement être. Et lorsque l'homme sera, il n'y aura plus de contrefaçon à son mental. Il n'y aura plus de manipulation dans son mental. À ce moment-là, nous pourrons nous asseoir, parler des extraterrestres ou des civilisations qui viennent d'ailleurs, des intelligences des autres plans, expliquer le temps, expliquer l'espace, expliquer les planètes, l'organisation politique des mondes, comprendre l'organisation luciférienne de l'involution, comprendre les mondes de la lumière, autrement dit, comprendre les mystères de la vie. Savoir pourquoi le cosmos a été créé, comment le cosmos a été créé, quelle est la fonction de l'atome, quel est le rôle de l'atome, quels sont les plans de l'atome, quelles sont les connexions entre les plans de l'atome et les plans de l'homme. L'homme doit savoir tout de l'organisation psychique, organique de l'universel, à tous les niveaux. Il n'y a pas de raison, parce qu'il est sa propre lumière. Mais avant que l'homme en arrive à pouvoir entrer dans sa propre énergie, avant que l'homme en arrive à avoir cette certitude profonde qui fait partie de la fusion de son moi, de son esprit et de son âme, ça prendra un certain temps. Donc nous ne devons pas, en attendant,
nous précipiter dans une direction, une autre direction, une autre direction, et croire que c'est à travers le phénomène des extraterrestres, ou à travers le phénomène de ci, ou à travers le phénomène de ça, qu'on va en arriver à notre identité. Au contraire, nous la perdrons, notre identité, si nous cherchons à découvrir des choses qui nous fascinent. L'homme ne peut pas se permettre d'être fasciné, parce que la fascination, c'est déjà l'abrutissement de l'intelligence. L'homme n'a pas à être fasciné. Mais pourquoi l'homme est fasciné? Parce qu'il a été tellement longtemps maintenu dans l'ignorance. Donc, il est fasciné, mais il devra apprendre à ne pas l'être. Un homme qui est fasciné face à l'invisible, il perd la tête. Un homme qui est fasciné face au mystère, il ne comprend plus rien. C'est une insulte à l'intelligence de l'homme, c'est une insulte à sa propre lumière d'être fasciné. On fascine des enfants, mais on ne peut pas fasciner un homme conscient. Et l'humanité, l'homme, est infantile. Donc, j'ai pris la parole pour quelques minutes pour simplement vous dire que aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, sur les plans, beaucoup de choses se jouent contre l'homme. Et l'orchestration est tellement subtile, l'homme ne le voit pas. Regardez ce que la drogue a fait dans le monde. Regardez ce que la drogue a fait dans le monde depuis quelques années. Ce qu'elle a détruit de personnalités, ce qu'elle a mis de jeunes au rencard de la société, ce qu'elle a contaminé la société occidentale, ce qu'elle a servi d'âme politique. Ça, c'est seulement la drogue. L'homme est un être extrêmement naïf. Et c'est avec le temps qu'il réalisera jusqu'à quel point il était naïf. Et sortir de la naïveté à tous les niveaux, c'est devenir intelligent. Un homme intelligent n'a plus de naïveté, il est lucide. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne plus être naïf? Ça veut dire commencer à vivre pour soi, par rapport à soi, avec le respect total des autres. Vous avez des jeunes. Vous avez des jeunes qui vont à l'école. Vous avez des jeunes qui sont naïfs. Vous êtes probablement des parents qui s'intéressaient à ci, qui s'intéressaient à ça. Laissez vivre vos jeunes. Laissez-les aller à l'école, vos jeunes. Allez pas leur bourrer le crâne avec vos idées. Vous, vous êtes à la recherche. Vous, vous avez 40 ans. Vous vous découvrez à 40 ans. Peut-être que vos jeunes, à 40 ans, ils se seront déjà découverts. Peut-être qu'à 25 ans, ils se seront découverts. Il y a trop de parents qui s'intéressent à ces formes de connaissances nouvelles qu'on appelle ou qu'on appelle ésotériques ou occultes ou avancées ou marginales, qui veulent que les enfants participent à leur propre évolution. Occupez-vous de votre évolution. Les jeunes s'occuperont de la leur. Si vous évoluez, ils vont bénéficier de votre évolution. Mais si vous leur mettez votre évolution dans le bec, comme les oiseaux le font, à ce moment-là, vous aurez des enfants qui seront trop sensibles, trop vite, trop jeunes, des enfants qui n'auront pas de buffer, qui n'auront pas de système de protection contre leur sensibilité. Être sensible, c'est une chose. Moi, je suis sensible, mais je suis plongé dans l'acier, dans ce sens que je ne vis pas d'émotion au niveau de mon mental. Donc, je me sers de ma sensibilité pour vivre, pour participer à la beauté de la vie sur le plan matériel lorsqu'il y en a. Mais l'homme qui se spiritualise, qui fait une recherche et se spiritualise à un tel point que sa sensibilité grandit. La première chose que tu sais, il est plus intéressé à la job, il n'aime plus le patron, il n'aime plus la secrétaire, il n'aime plus travailler. C'est très dangereux. Et je vous dis une chose ce soir, c'est la première fois que je le dis en public. Il y a plus, aujourd'hui même, il y a plus de manipulation par rapport aux sciences occultes et ésotériques dans le monde que jamais. Nous vivons dans un temps où ce sera nécessaire qu'il y ait des hommes dans différents pays qui sachent réellement voir la différence
entre les formes qui sont projetées par les plans à travers son mental et ce que lui, en tant qu'être dans sa propre fusion, peut reconnaître. Et vous verrez dans les films, vous verrez à travers la musique, vous verrez dans les années qui viennent qu'on va de plus en plus vers un mouvement où l'homme se rapproche de l'invisible. On parlera de l'invisible. J'entendais une chanson aujourd'hui, le type qui dit c'est un peu ça le message que je veux dire. Et je vous assure que je sais ce que je dis. Vous voulez parler des extraterrestres? On peut y aller. Non, je vais parler de garder notre identité. Parlons de choses terre à terre, de notre linge sale en famille. Puis la loi 101. On peut-tu parler des choses terre à terre avec Bernard de Montréal? De la loi 101? Un exemple, entre autres. La loi 101, c'est très intéressant, cette loi. La province de Québec c'est un territoire français, canadien-français. Sur le plan de la majorité des unités qui sont là. Et le peuple québécois, qui représente une vaste ethnie, a le droit et le besoin et la nécessité de maintenir sur son territoire une certaine homogénéité linguistique. Pourquoi? Parce que le grand nombre de ces institutions, la grande majorité de son folklore, la grande majorité de sa population est québécoise. Donc, je suggérerais, poliment, aux gens qui s'occupent de ce domaine-là, de reconnaître qu'il y a dans cette province un besoin d'identité nationale française. D'un autre côté, il y a dans la province de Québec d'autres peuples, d'autres groupes, des Anglais, des Juifs, des Irlandais, des Allemands, des gens aussi qui sont des êtres humains à part entière. Et si nous faisons une loi pour la protection d'une langue qui nous permet de nous distinguer, si vous voulez, du reste de la Confédération, nous devons faire en sorte que la législation de cette langue ou de la législation qui a rapport à cette langue soit suffisamment intelligente, suffisamment lucide pour que les autres groupes ne soient pas lésés dans leur droit d'exercer leur propre avenue linguistique, leur propre priorité. Donc, c'est un problème qui est très, très délicat. Est-ce qu'on fait ou on va dans la direction de la majorité ou est-ce qu'on revendique les droits des minorités et qu'on fracture le tableau linguistique? Pour répondre à cette question d'une façon objective, il faut connaître l'avenir de la province. Il faut savoir qu'avec l'évolution de la province de Québec, il y aura de plus en plus de groupes étrangers, d'ethnies étrangères, de moins en moins de Québécois. Donc, avec le temps, il y aura un processus d'homogénéisation dans la province. Il y aura moins de Français, plus d'étrangers. Mais si nous établissons une loi qui engage les étrangers à être bien au Québec, en leur créant des lois réellement intelligentes, à ce moment-là, ces étrangers apprendront le français. Et avec le temps, les Canadiens français disparaissant, les étrangers ayant appris le français, nous reconstruirons un Québec francophone avec une multiplicité d'ethnies, une certaine diminution du stock original canadien-français, et la Québec demeurera une province particulière, donnant de la couleur à la Confédération. Mais ça demande beaucoup de lucidité. Donc, ce qui devrait être fait, nous devrions convoquer
les gens qui siègent à la tête des agences canadiennes-françaises importantes, et nous devrions convoquer les gens qui siègent à la tête des groupes ethniques moins importants et parler ensemble pour expliquer à court et à long terme ce que le Québec représente de plus intéressant pour la population en général. Et c'est quoi? C'est sa différence. C'est son particularisme. Sinon, nous risquons de créer des problèmes sociaux. Nous risquons de désenchanter une grande majorité. Et nous risquons aussi de créer des tensions chez une grande minorité qui, supportée par les droits de l'homme, ne voit pas nécessairement l'évolution ou la présence d'une certaine langue dans la province de Québec comme étant valable sur une longue base de temps. Il faut regarder la province de Québec comme étant un esprit en évolution. Si nous sommes si bien au Québec, si nous aimons le climat français, il faut le garder. C'est déjà quelque chose qui a une grande valeur. Si nous le gardons, par contre, nous devons nous assurer de ne pas réprimer à un niveau ou à un autre d'autres groupes qui revendiquent des langues différentes. Donc c'est très délicat. Ça demande des hommes d'État ou des politiciens qui sont réellement sensibles, qui sont réellement intelligents et qui sont capables de faire un mélange très bien balancé de vin et d'eau. Mais ça, c'est ça de la politique. C'est merveilleux de la politique. Parce que de la politique, la politique, c'est une condition où on peut être capable de faire de quelque chose de réellement banal, d'extraordinaire. La politique, c'est quelque chose qui nous permet d'amener de l'intelligence dans une civilisation, dans une société. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, d'amener de l'intelligence dans une société, parce que nous ne sommes pas suffisamment créatifs pour aller chercher tous les éléments qui peuvent constituer une sorte de conseil à cette intelligence, à ce moment-là, ce n'est pas de la politique que nous faisons, c'est de la politicaillerie. Et ça, c'est une situation qui serait déplorable dans la province de Québec. Votre point de vue, Bernard de Montréal, entre la royauté d'autrefois, très hiérarchisée, et la démocratie d'aujourd'hui? La royauté d'autrefois, elle n'est plus... La royauté, elle a disparu parce que les hommes, graduellement, sont devenus plus intelligents. Autrement dit, si vous regardez les sociétés dans le monde où les peuples sont les plus avancés au niveau psychologique, la royauté disparaît. Il y a des peuples qui sont très avancés, ils ont gardé la royauté pour une raison de statut. Ils ont eu un bon passé avec la royauté. En Angleterre, c'est un exemple. Mais à partir du moment où l'homme devient très individuel, où l'homme s'individualise le plus, la royauté, ça ne lui sourit plus, parce qu'un roi, c'est tout de même un être qui se prévaut de privilèges qui sont un petit peu trop extensibles en tant qu'être humain. Donc, la démocratie permet à tous les hommes, selon leur volonté créative, de se donner un statut social qui convient à leurs besoins. Par contre, si nous regardons la démocratie, est-ce que la démocratie est plus valable que la royauté? Je vous dirais qu'aujourd'hui, la démocratie est un médium tellement déchiré, tellement sans intelligence, qu'elle ne représente pas ce qu'elle devrait représenter. Parce qu'il n'y a pas d'équité dans la démocratie. On veut qu'il y en ait, mais il n'y en a pas. Donc, mais par contre, la démocratie, à cause du système parlementaire, a permis que les hommes puissent plus facilement s'exprimer. Si nous regardons au Canada, par exemple, il y a beaucoup de lois. Au Québec, il y a beaucoup de lois. Il y a des lois. On parle des lois à la télévision, on parle des lois à la radio, on parle des lois dans les journaux. Il y a beaucoup de législation. Et le fait que le peuple connaisse les lois, que le peuple puisse se protéger, la loi contre le consommateur, la loi du consommateur, par exemple. C'est extraordinaire. Ça, c'est le produit de la démocratie. Ce sont les fleurons de la démocratie. Mais d'un autre côté, il y a des pays qui parlent de démocratie et ce n'est pas de la démocratie.
C'est de l'autocratie ou de la démocratie déguisée. Est-ce qu'il y aura une autre forme de gouvernement? Oui. Il y aura éventuellement une synthèse, ce sera essentiel parce que les hommes ne peuvent pas indéfiniment continuer à lutter pour la prise de conscience sociale dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins. Parce que dans le monde, surtout dans le monde démocratique, le pouvoir est entre les mains d'un petit nombre d'individus qui manipulent un grand nombre d'individus. Il y a une grande hiérarchisation du pouvoir dans les démocraties. Donc, il faut qu'il y ait une évolution de la politique. Il faut qu'il y ait de nouvelles idées politiques. Et quand je dis de nouvelles idées politiques, je ne dis pas de nouvelles opinions politiques. Il faut que la politique telle qu'elle est vécue dans le monde, qu'elle soit occidentale ou orientale ou asiatique ou socialiste ou capitaliste, il faut que la politique soit totalement fondue, ou je dirais même éclatée, par une conscience créative nouvelle qui puisse finalement donner à l'homme un aperçu créatif de ce que la politique doit être et de ce que les gouvernements doivent représenter sur le plan de la gestion des affaires du peuple. Mais si nous développons des idées politiques par rapport à la mémoire, par rapport au connu, nous demeurerons prisonniers de la démocratie. Par contre, si nous faisons descendre sur le plan matériel des idées politiques qui sont créatives et qui n'ont jamais été vécues sur le plan matériel, à ce moment-là, ces idées politiques créatives et nouvelles feront avancer ce qui existe aujourd'hui de démocratie, permettront à la démocratie de se vitaliser, de prendre un essor et de devenir réellement une représentante du peuple comme elle doit être. Mais nous devons créer de nouvelles formes. Ce qu'il manque dans le monde, ce sont de nouvelles formes. Je ne dis pas de nouvelles idées. Par contre, les nouvelles idées pleuvent dans le monde. Les Américains sont parfaits pour ça. Mais nous avons besoin de nouvelles formes. Et pour créer une nouvelle forme, il faut manifester une intelligence en dehors du connu. Il faut manifester l'intelligence en dehors de la mémoire. Et à ce moment-là, aller intérieurement et demander comment ou quoi devrait être créé sur le plan politique pour que l'homme en arrive finalement à une synthèse de toutes ces tendances, de toutes ces passions. Chaque peuple peut rationaliser sa politique. Arafat peut rationaliser la politique palestinienne. Les Juifs peuvent rationaliser la politique israélite. Les Américains peuvent rationaliser la politique américaine. Il n'y a pas d'intelligence créative dans le monde, donc il n'y a pas de volonté créative dans le monde. C'est pour ça que nous vivons des conflits. Les gens lisent les journaux sur la politique ou sur ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas là qu'ils peuvent se former une idée de la politique. Il faut aller dans les bureaux, il faut aller dans les sessions fermées, il faut aller dans les concordats, il faut aller là où les hommes d'affaires ou les hommes politiques se rencontrent. Il faut savoir ce que les hommes pensent. Mais pour savoir ce que les hommes pensent quand on n'est pas là, il faut avoir des moyens. Donc l'homme a besoin d'avoir une conscience supérieure pour comprendre comment ça fonctionne la politique mondiale. Regardez le livre qui a été écrit en Angleterre, pas en Angleterre, mais à l'extérieur en Australie, The Spy Catcher. C'est absolument inouï, ce livre. Il est absolument inouï que Mme Thatcher ait voulu l'éliminer, qu'il ne soit pas publié en Angleterre. C'est presque normal, parce que les révélations de ce livre sont absolument extraordinaires. Ça n'a pas d'allure qu'un peuple aussi intelligent que les Anglais puisse se faire berner, comme ils se sont fait berner depuis des années, par la Russie soviétique. Et là, les gens ils disent « Ah, mais les Soviets, ils s'en viennent, ils commencent à être fins, ils commencent à être gentils. » Gorbatchev, il sort de son auto à New York. L'ambassadrice a demandé à Gorbatchev d'aller souper avec Donald Trump. Ça, c'est une chose. Mais Gorbatchev, c'est pas la Russie. Gorbatchev, c'est un nouveau maillon dans la chaîne. Mais tous les hommes derrière, tout le système derrière, toute l'appareil tchic, c'est ça la Russie.
Et ça va prendre des années avant que ça se défasse, et ça se défasse, et ça se défasse, et ça se défasse, et ça se défasse. Il n'y a rien. Qui a fait l'étude de l'idéologie? Qui a étudié qu'est-ce que c'est une idéologie? Ah, on a parlé des idéologies. Mais qui est-ce qui a écrit un livre sur l'idéologie? Qu'est-ce que c'est une idéologie? Personne. Mais si on regarde qu'est-ce que c'est la réalité d'une idéologie à partir d'un plan supramental, regardez qu'est-ce que c'est. Une idéologie, c'est une forme de pensée qui sert à manipuler le mental de l'homme pour lui permettre de croire que la fonction sociale de cette forme pensée est utile à l'évolution personnelle et sociale de son avenir. Dans l'idéologie, il n'y a aucun aspect qui convienne parfaitement à l'individu, parce que l'idéologie est une constante universelle de la programmation évolutive d'une planète. Donc, une idéologie n'est pas la représentation ou la facture mentale d'une voie d'évolution politique. Une idéologie, c'est la destruction systématique, à court ou à long terme, de l'évolution créative de l'homme en tant qu'individu. Et je pourrais continuer comme ça pendant des pages et 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 des pages. Nous avons besoin de créer de nouvelles formes. Nous ne pouvons pas simplement parler d'idéologie parce que le mot a été canonisé au 20e siècle. Nous devons savoir qu'est-ce que ça fait une idéologie. Qu'est-ce que c'est une idéologie? Qu'est-ce que ça représente pour l'évolution d'une civilisation ou l'évolution d'une civilisation? Nous devons savoir comprendre les lois psychiques de la forme pensée qui, codifiée dans une certaine programmation, devient pour nous une certaine mesure, une certaine opinion, une certaine carrure à l'intérieur de laquelle nous fonctionnons pendant des générations. C'est inouï comment l'homme est éloigné de la réalité mentale de sa conscience et qu'il baigne dans l'irréalité psychologique de son moi qui pense. C'est inouï. Ce n'est pas surprenant. Les gens disent ça va mal dans le monde. Je leur dis si ça allait bien, je me ferais sauter. Ce ne serait pas normal. Ce n'est pas normal. Regardez ce qui vient se passer dernièrement en Arménie. L'Europe arrive, les Anglais arrivent, les Français arrivent, les Américains arrivent, et les Russes arrivent en dernier de tout. Aucune organisation sociale. Et on préconise des idéologies qui servent à l'évolution de la masse. On préconise des façons d'agir qui servent à la collectivation et à l'évolution de la collectivité. Et on garde dans un territoire fermé pendant des années les petits boubous du système. On peut prendre les masses pour des cons. Mais on ne peut pas prendre les hommes pour des idiots. Les masques, qu'on les prenne pour des cons, c'est une chose. Mais qu'on prenne les hommes pour des idiots, c'est une autre chose. Et on nous fait ça pendant des années, des années, des années, des années. Et nous, on s'enflamme. On a eu des intellectuels en France qui se sont enflammés pour ces idéologies. Des grands penseurs en Angleterre Bertrand Russell, qui se sont enflammés pour ces idéologies. L'homme ne doit pas perdre conscience que la réalité intégrale de sa politique planétaire doit être alimentée par la réalité intégrale de son moi mental, créatif, intelligent. Sinon, c'est de la supercherie. C'est pour ça que il va venir un temps dans les années qui viennent où des livres vont être écrits qui vont déraciner complètement l'arbre de la pensée humaine évolutive pour créer une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est l'homme lui-même qui le fera. L'homme devra le faire. Il n'aura pas de choix parce que sa lumière sera trop puissante. Elle sera trop puissante. Il y a un temps, mais viendra un point où l'homme sera capable de supporter cette lumière. Et lorsqu'il la supportera, cette lumière, et qu'il la canalisera dans le monde, dans quelque activité qu'il soit, l'homme fera des choses au niveau de la forme qui ne se conçoivent même pas aujourd'hui.
Nous ne pouvons plus vivre d'opinion. L'homme doit en arriver à vivre de sa conscience individualisée. Il ne doit pas simplement s'individualiser dans une sorte d'illusion comme l'ont fait les hippies ou comme le font les jeunes aujourd'hui. L'individualité barbare ou l'individualité anti-système, c'est une illusion, ça. Quand on est jeune, on veut être anti-système et quand on a 30 ans, on veut rentrer dans le système. Je connais plein de hippies, moi, aujourd'hui, qui ont la cravate et qui se sont fait couper les cheveux. Mais que les jeunes passent par ces illusions-là, c'est normal, ça fait partie de la recherche de l'identité. Mais les parents, les professeurs, les écoles, la science de la société doit être suffisamment avertie pour faire comprendre à ces jeunes-là qu'ils sont dans une situation qui ne mène nulle part. Pourquoi les gouvernements ont attendu si longtemps pour la drogue? C'est la plus grande désécœuranterie contre l'homme. Et les gouvernements ont entendu, ils ont entendu, ils ont entendu, ils ont entendu pendant des générations pour faire de la communication à la télévision, pour engager les agences à parler contre la drogue. Pourquoi? Maintenant que l'humanité est en train de suffoquer dans la drogue, que les Américains se grouillent le cul pour faire quelque chose? C'est une abomination. Vous parlez de volonté politique? Il n'y a pas de volonté politique sur le plan matériel. Il n'y a pas de conscience créative au niveau de la politique sur le plan matériel. On attend toujours que le corps meure avant de le raviver. On savait il y a 20 ans, qu'il y avait de la drogue. On voyait le mouvement du pout et de toutes ces choses-là, de l'héroïne. Là, on est rendu dans des Cracker Jack, là. Et ensuite, on a ces gens dans la société, ces têtes pernicieuses qui sont réellement astralisées, qui parlent des droits de l'homme et les droits de l'homme et les droits de l'homme, il faut sauver les droits de l'homme. Et aussitôt qu'un type contamine et détruit une population, on va à sa rescousse. Ça ne peut pas marcher indéfiniment, on va payer le prix. On va payer le prix. C'est très dangereux. C'est une belle chose et c'est une grande chose, le libéralisme, quand c'est intelligent. Mais quand le libéralisme cesse d'être intelligent, ça se tourne contre nous, contre nos sociétés, et ça défait nos sociétés. Ça se produit présentement en Russie. Toutes les musiques rock, toutes les musiques du hard rock qui rentrent en Russie, la drogue qui rentre, ça va défaire la texture de leur population. Il n'y a pas de volonté politique. Et je vous assure une chose, que les hommes aujourd'hui qui sont en politique dans le monde et qui ont le moindrement d'initiative politique, ce sont des grands hommes, même s'ils font des bêtises, parce que être en politique aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. Mais au lieu de les supporter, ces hommes, au lieu de leur donner le support moral dont ils ont besoin pour passer certaines législations, on déchire, et on déchire, et on déchire, et on déchire, et on déchire. Ce ne sont pas des surhommes, ces hommes-là, ils doivent être supportés par la population. Mais astralement, justement, l'effondrement de certaines sociétés, est-ce que ça ne pourrait pas donner l'occasion à des surhommes, des dictateurs, de venir prendre les guides d'un pouvoir? Regardez ce qui se passe à Panama. Ces gens-là, les peuples d'Amérique du Sud, ce sont des peuples spirituels, ce sont des peuples ignorants, ce sont des peuples pas simplement ignorants au niveau occulte, ce sont des peuples ignorants au niveau de tout. Ce sont des pauvres hommes qui travaillent, qui essaient de bêcher la terre. Et vous avez des hiérarchies là-dedans qui sont multimillionnaires. Il n'y a pas de volonté politique. Je vais vous dire une chose, qu'au 20e siècle, l'homme, la terre, la civilisation va se faire botter le cul. Ce qui se passe aujourd'hui en Arménie, c'est de la petite bière. Il n'y a pas d'évolution sans choc. Et l'homme aura des chocs. L'humanité aura ses chocs. Il n'y a pas d'évolution sans choc. Autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Le choc est essentiel à l'évolution d'une société et à la restructuration créative de sa dynamique planétaire. Les gens qui disent « Ah, ça va mal dans le monde », je vous jure que ça va très bien aujourd'hui dans le monde, comparé à ce que ça ira demain. Seriez-vous pour continuer la démocratie pendant la période des chocs,
des tremblements de terre, d'effondrement de certaines sociétés. La démocratie, c'est la meilleure forme de gouvernement, c'est la plus saine dans un sens. Avec des gens pas intelligents? Écoutez, vous ne pouvez pas demander à une planète expérimentale d'être intelligente. Ça fait partie de sa conscience expérimentale de ne pas l'être. Mais avec le temps, il y aura des changements. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que l'humanité ne passera pas de la fin du cycle à un nouveau cycle sans très profonde perturbation. À tous les niveaux. Ceux qui ont vu à la télévision le fameux documentaire de cet acteur britannique, là, Peter Ustinov, Le défi mondial. Ça vous donne une idée? Ça vous donne une idée? Le phénomène asiatique, le phénomène japonais, le phénomène de la finance, la guerre de la finance, la guerre de l'économie, les marchés japonais, l'ouverture des marchés japonais, tous les développements de la structuration, le développement de monolithisme oriental, asiatique. Vous pensez que les peuples asiatiques ont un amour fou pour nous? Hein? Vous pensez qu'ils sont régis par les lois de la loi chrétienne, la foi chrétienne? Aimez-vous comme on s'aime? Et vous croyez que les pays socialistes vont baiser les Américains? Hein? Est-ce qu'on va être encore capable de Vous ça? pensez que les Américains, les Européens, le marché commun européen va nous faire des faveurs? Hein? Sans compter tout le côté tellurique. Bon, oubliez le côté tellurique, regardez le côté matériel. Moi, je vais vous dire une chose. De temps à autre, je m'instruis de l'avenir parce que je veux m'instruire de l'avenir. Donc, je fais de la communication. Et j'en parle à ma femme, et ainsi de suite. Et ce sont des choses que je ne veux pas dire en public parce que ce ne sont pas des choses qu'il faut dire en public. Mais l'avenir de l'humanité, le 21e siècle, va être un siècle absolument au bout. La seule raison que je ne parle pas de l'avenir, c'est parce que je ne veux pas créer de tension, je ne veux pas énerver les gens, ainsi de suite. Mais l'humanité, l'homme n'est pas fait pour la piètre existence qu'il connaît aujourd'hui. Et le pouvoir n'est pas à la mesure de son intelligence. Il y a des grands peuples, il y a des grands pays. Nous sommes très chanceux au Canada. Il y a eu beaucoup d'évolutions, l'Europe, l'Amérique. Mais lorsque vous allez en dessous, lorsque vous allez vers l'équateur, vous avez déjà rencontré des familles riches au Pérou? Comment ils voient les Péruviens, les Incas? Allez leur demander. Comment ils voient ces gens-là? Ce sont des animaux pour eux. Vous pensez que tous les gens pensent comme nous, les Canadiens, les Américains, les Européens? Ça va très bien dans le monde. Mais nous ne vivons pas de notre intelligence. Nous vivons toujours à l'extérieur de soi, toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, imaginez-vous comment l'homme peut-il en arriver à avoir une idée de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passera dans le monde. Si l'homme n'est pas capable de reconnaître sa propre source, la source de sa propre intelligence, s'il n'est pas capable de savoir d'où ça vient sa pensée, qui la rayonne, qui la crée par rayonnement sa pensée, quelle est cette intelligence en lui, quel est ce principe en lui,
s'il ne peut pas s'identifier avec ce principe pour se former une autorité créative et participer à sa propre individualisation, comment voulez-vous que l'homme, à la fin d'un cycle tel que celui que nous connaissons et que nous allons connaître plus tard, puisse passer à travers ce cycle sans vivre de défaillance psychologique, sans parler de défaillance psychique? Les gens sont surpris parce qu'il y a tant d'aliénation mentale, c'est normal. On n'a même pas été capable, jusqu'aujourd'hui, avec toutes les recherches qu'on a faites, on n'a même pas été capable d'isoler, de comprendre d'une façon objective et créative le phénomène de la voix. Et nous sommes déjà très avancés dans toute la manipulation biologique du cerveau. Nous sommes très avancés dans la manipulation de la matière. Nous sommes très bons chirurgiens.